réserve l'échange pour tout à l'heure, une fois qu'on aura entendu nos 4 intervenants. Bertrand Lapostolet, tu vas nous redire un peu tout ce que la Fondation Abbé Pierre a à dire sur les pauvres et la transition énergétique. On a beaucoup travaillé ensemble il y a 5 ans, en fin 2009, pour produire un rapport qui s'est appelé le rapport Pelletier, qui a mis les questions de précarité énergétique sur le devant de la scène. Voilà, ça fait 5 ans, donc ça a bougé, les lignes ont bougé. On ne peut pas dire qu'on ait résolu toutes les questions, mais voilà, la Fondation Abbé Pierre continue à interpeller les pouvoirs publics, et ça, je trouve que c'est vraiment très utile. Dis-nous un petit peu comment tu sens ces questions. Oui, merci. Oui, ça a bougé, alors pas forcément que dans le bon sens, malheureusement. Alors, peut-être pour commencer, partager avec vous quelques repères sur cette question-là. Et puis reboucler après rapidement avec la vision globale, parce que au départ, c'est vrai que nous, Fondation Abbé Pierre, juste pour introduire là-dessus, on est Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées. Notre propos, c'est pas l'énergie. On est venu à la question de l'énergie via la question de la précarité énergétique, à la question de la transition énergétique, par l'entrée du logement, par l'entrée du mal logement. Et pour nous, aujourd'hui, la précarité énergétique n'est pas une île en soi-même, eh bien, une composante du mal logement. Et évidemment, je souscris complètement à tout ce qui a été dit avant sur les fondamentaux, notamment des fortes inégalités en matière de logement en France. Alors, pour recentrer sur la question plus particulière de la précarité énergétique, vous rappeler que c'est un phénomène qui est issu de la combinaison de 3 facteurs: la précarité tout court, bien évidemment, le coût des énergies et la mauvaise performance thermique du logement. On parle bien, la précarité énergétique est un objet qui est construit comme la précarité énergétique dans le logement. Il y a évidemment une dimension transport qui est à prendre en compte de diverses façons. L'assignation à résidence, les coûts subis de transport, etc. Elle touchait en 2006 environ 4 millions de ménages, si on peut avancer un peu dans les slides. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des chiffres, mais alors déjà, oui, l'indigence, la précarité statistique en France, c'est un vrai souci. On est sur des chiffres de 2006. L'enquête nationale, les grandes enquêtes, enquête nationale logement, budget de famille, etc., qui à un moment on évoquait de passer de tous les 4 ans à tous les 2 ans. Maintenant, donc ça va faire tous les 8 ans au mieux. C'est un vrai souci parce qu'on navigue à vue, mais dans le brouillard. Donc 4 millions en 2006, sur la base principale du taux d'effort énergétique, c'est-à-dire la part du budget consacré à l'énergie dans le logement, 3,8 millions de ménages. Dans la même enquête, à peu près 300 000 ménages qui ont un peu moins de taux d'effort énergétique, mais qui déclarent dans le même temps cette privée d'énergie. La question de la privation est centrale, la privation de chauffage dans le sujet de la précarité énergétique, avec un impact notamment sur la santé qui est tout à fait conséquent. Et puis, autre indicateur, si on parle d'indicateurs objectifs et subjectifs, mais la sensation de froid, alors, subjectif bien sûr, on est frileux ou on l'est pas. Ceci étant, c'est important quand même de prendre en compte le déclaratif des gens. Et dans la même enquête toujours, des gens qui avaient 621 000 personnes qui, en même temps, ont un taux d'effort énergétique supérieur à 10% et ont souffert du froid. Donc, en cumulant que ce qui est cumulable, on a environ 4 millions de ménages touchés en 2006. Aujourd'hui, on en a évidemment plus. Parce qu'on n'a pas amélioré sensiblement la qualité thermique du parc de logement, si on reprend nos critères. Les prix des énergies ont sérieusement augmenté depuis 2006, et la précarité aussi. On va avoir, ça fait un moment que je dis ça, qu'on se dit ça, on va avoir des données, mais ça commence vraiment à se préciser, et plusieurs enquêtes, donc ENL, enquête Phébus, il y a plusieurs choses qui sont en cours d'exploitation, et des petits éléments qui nous arrivent. Et en gros, on peut dire que si on regarde les différents critères, et j'entre pas dans le détail de comment on peut établir les critères, il n'y a pas que le taux d'effort énergétique, mais selon les approches,
on peut estimer, et nous, à la Fondation, on prévoit une fourchette entre 17 et 24% des ménages français concernés par la question de la précarité énergétique. Donc, au-delà du chiffre, c'est quand même déjà ça sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est un phénomène massif, très diffus. Quand je disais nous, Fondation, on est venu sur la question de la précarité énergétique en partant du mal logement, on est aussi, c'est un des sujets, pas le seul, mais qui nous a fait un petit peu ce que tu évoquais tout à l'heure, Eric, changer, pas de cible, mais prendre en compte que les questions de mal logement ne concernent plus qu'une frange, une marge d'ultra exclus, et ça fait longtemps, ça, qu'on n'est plus seulement sur les très pauvres, au sens de la très grande pauvreté monétaire, ou sur les pauvres, le seuil de pauvreté, etc., mais qu'on est bien au-delà, que les questions de mal logement, et spécialement alors là, la précarité énergétique, commencent à toucher une partie conséquente de la population, ce qui en soi qualifie beaucoup la question. On a une définition dans la loi issue du rapport que tu citais, Eric. Je vais peut-être pas trop m'arrêter dessus, mais si on peut juste défiler les slides. Merci. Donc, simplement, la définition légale est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement. Donc, on a un peu évacué la question transport. Il faudra sans doute qu'on y revienne dans les politiques publiques. Des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Je ne m'arrête pas plus, c'est plus en termes de référence, si on peut poursuivre. Là, je voudrais donc revenir sur, d'une part, l'aspect massif et l'aspect systémique de la précarité énergétique, avec ce graphique qui est un graphique qui avait été établi par le CREDOC sur la base de l'enquête budget de famille et qui nous a beaucoup marqué à la Fondation. Qui nous a beaucoup marqué sur la question de la masse de personnes concernées, sur le côté finalement en termes de précarité énergétique, on trouve des nouvelles figures de la précarité qu'on avait un peu moins, y compris nous, en vue avant. C'est le côté un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui a des petits moyens, y compris du propriétaire occupant. Être mal logé et propriétaire, c'est un truc nouveau. Enfin, dans nos conceptions à tous, je crois. On n'imaginait pas ça il y a 10 ans, on n'aurait pas osé le dire. Bah oui, on est propriétaire quand même. Bah non. Pas seulement dans la précarité énergétique, mais spécialement avec les questions de précarité énergétique, on a découvert ou redécouvert ces figures de la précarité. Le coût de l'énergie, donc, n'est pas... non, si on peut rester sur le graphique, et je finis là-dessus, mais c'est vraiment fondamental. Le coût de l'énergie n'est pas isolé du reste. C'est bien sur l'ensemble de la dépense contrainte liée au logement que les choses se jouent pour les ménages. Et cette dépense contrainte, simplement, c'est l'encadré du début, entre donc le second choc pétrolier 79, le début de l'enquête budget de famille, et 2006, toujours la même fraîcheur des données, désolé, mais on a une situation où en gros tous les ménages étaient entre 20 et entre un cinquième et un quart de leur budget en dépenses contraintes, tous, quel que soit leur revenu. Alors bien sûr un peu moins pour les plus aisés et un peu plus, mais on est à une amplitude 19% dans la meilleure situation, 24% dans la pire, et ça change complètement en 2006, où on a un doublement pour les ménages pauvres, les ménages modestes, et presque un doublement pour les classes moyennes inférieures. On a une dépense contrainte qui atteint la moitié du budget, en arrondissant un peu, 48% pour les ménages pauvres, 46% pour les ménages modestes, 38% pour les classes moyennes inférieures. Donc on a vraiment, pour finir là-dessus, sur le caractère massif et diffus, donc les ménages pauvres, 3 déciles en gros, ménages pauvres et modestes qui sont touchés par la précarité énergétique aujourd'hui, où on trouve la masse des gens touchés par la précarité énergétique, mais jusqu'à la médiane de revenus, on a des ménages exposés au risque. C'est-à-dire que les arbitrages sont tellement tendus, et avec les conditions de l'évolution des conditions d'habitat, l'évolution des coûts des énergies, ils vont tomber dedans. Une partie d'entre eux vont tomber dedans rapidement si on ne fait rien. Donc, si tu peux avancer, la responsabilité
des uns et des autres est importante. On doit envisager, spécialement maintenant, ça démarre cette semaine, les discussions à l'Assemblée sur le projet de loi sur la transition énergétique, comment on peut agir là-dessus. Voilà ce que nous on prône à la Fondation, qui est assez convergent avec pas mal d'acteurs, et notamment qui a été beaucoup partagé dans le débat national sur la transition énergétique, qui en théorie devrait constituer le matériau de ce projet de loi transition énergétique et croissance verte, qui en pratique malheureusement montre pas mal d'écarts. Sur la question de la précarité énergétique, pour être une vision française d'un bouclier énergétique, l'idée c'est de combiner deux choses. Une approche, alors qui pourrait être y compris urbaine, mais une approche bâtie, avec une priorité, parce que bien sûr il faut lutter contre l'étalement urbain, je ne reviens pas là-dessus. En même temps, la première urgence c'est déjà de rénover de se débarrasser des passoires thermiques, de rénover l'existant, de revisiter ce qui existe. Et on a un objectif qui a été fixé par M. Hollande de 500 000 rénovations thermiques. On n'y est pas du tout, bien évidemment. À partir de 2017, il faut que la loi, qui en théorie une loi de programmation, mais pour l'instant n'identifie pas d'objectif précis. Par exemple, ces 500 000 logements rénovation annuelle à compter de 2017 sont dans l'exposé des motifs, mais dans aucun article de la loi. C'est un problème. Donc c'est partie des petites bagarres sur lesquelles on est en ce moment pour dire il faut mettre l'objectif dans la loi. C'est une loi de programmation. Puis peut-être identifier des moyens aussi, ça serait bien, et des méthodes. Nous, ce qu'on dit, et qui a été partagé dans le débat national, c'est qu'il faut concilier une approche globale de réduction de la demande énergétique en rendant le bâti, les logements plus performants, avec l'enjeu social, en priorisant les rénovations, c'est basique, mais en priorisant les rénovations thermiques vers les logements qui sont occupés par des ménages modestes et précaires. Puisqu'il faut compenser le phénomène qui est en train de s'intensifier, qui est aussi une évidence, et que quand on est pauvre, bizarrement, on habite plutôt dans un logement plus cher à utiliser. Il est peut-être moins cher, et je souscris complètement au départ. Que ça soit dans du neuf ou le fameux BBC qui dure pas, mais qui est moins cher à l'achat évidemment, ou dans l'ancien qui est peut-être moins dans l'étalement urbain, mais alors beaucoup plus dans la passoire thermique. Alors il est moins cher à acheter, moins cher à louer, mais qu'est-ce qu'il est cher à utiliser, en plus, toutes les questions d'accès à la trésorerie. On arrive à des situations très extrêmes. Juste un exemple très concret que vous avez peut-être vu, mais on a depuis 3-4 hivers, on commence à voir des gens qui, se chauffant au fioul, vont l'hiver à la pompe en voiture, avec des jerrycans dans le coffre, pour remplir des jerrycans, avec un fioul qui coûte pas loin de 2 fois plus cher que le fioul domestique, pour revenir chez eux et le mettre dans leur chaudière. Eh oui, problème de trésorerie. Beaucoup de gens aujourd'hui, et pas que dans les grands précaires, n'ont plus de quoi faire l'avance du remplissage des 1000 litres de minimum de remplissage de la cuve. Et en plus, eux, aujourd'hui, n'ont pas de tarifs sociaux. On a un problème aussi d'inéquité sur les approches sociales, c'est-à-dire autour de l'aide à la facture, combiné approche sur le bâti et aide à la facture, parce qu'on doit conjuguer le court terme et le long terme. Le volet bâti, même si on agit vite, et de manière suffisamment conséquente, il faudra du temps. C'est au moins, on est à échelle, même si on va vite, au moins à échelle 15-20 ans avant d'avoir un effet conséquent. Dans ce temps-là, il faut aider les ménages à faire face aux factures et à éviter autant que possible la privation de chauffage. Au moins au motif du coût en dépenses de santé, si on pense pas au reste, à la solidarité, à l'humanité, au moins aux dépenses de santé. Ça a un impact. Le coût de l'inaction est important. Ne pas agir, ça coûte. En renforçant très sérieusement le système de solidarité autour de ce qui est proposé dans la loi, qui s'appelle le chèque énergie, et qui est, là encore, malheureusement, très insuffisant, avec comme objectif, comme impératif de réponse, d'aider l'ensemble des ménages, quelle que soit l'énergie de chauffage, et de les aider suffisamment, ce que le système actuel des tarifs sociaux ne fait pas. C'est-à-dire que
Là encore, si on est au fioul, au propane, au bois, etc., et en plus plutôt les énergies les plus chères, fioul et propane, c'est quand même ce qui a le plus augmenté. On n'a pas d'aide de la collectivité. Et puis pour tout le monde, c'est-à-dire même aujourd'hui, un ménage bien aidé, le mieux aidé par les tarifs sociaux, il a entre 10 et 20 euros de réduction de facture par mois. Je voudrais juste rappeler que la facture moyenne en 2012, pas dans une passoire thermique, mais la facture moyenne d'énergie dans le logement en 2012, c'est 1 600 euros, elle a pris 200 euros cette année-là. Donc on a une intensification dans la période récente, vraiment des problématiques. Donc nécessité d'une approche systémique qui conjugue les deux et qui ait eu suffisamment d'ambition pour être à l'échelle du caractère massif de l'enjeu qu'on a vu avant. C'est-à-dire que si on ne fait pas assez, ça ne se verra pas. On a besoin d'une masse critique dans les politiques publiques pour produire des effets suffisamment conséquents. Et dernier point dans cette approche systémique, l'impérative nécessité aussi, bien sûr de politiques d'incitation, les rénovations thermiques chez les propriétaires occupants démunis ou dans une partie du parc locatif, il faut qu'il y ait des politiques publiques, habiter mieux, etc., renforcer les aides publiques à la rénovation. Il faut aussi renforcer la contrainte, enfin plutôt la mettre en place, il n'y en a pas. Aujourd'hui, en locatif, on peut louer une passoire thermique. La jurisprudence, c'est qu'une prise de 16 ampères, c'est considéré comme un moyen de chauffage. C'est pas du tout suffisant, évidemment. On a besoin que dans les critères de l'essence, les critères d'insalubrité, on commence à mettre des critères thermiques. Pour en parler de manière sans entrer dans les critères techniques de l'insalubrité et de la décence, dire très simplement qu'à échelle de 3 ans, on ne pourra plus louer un logement en classe G, les fameuses classes du DPE, comme sur les frigos, du diagnostic de performance énergétique, sans avoir fait des travaux. Donc voilà, ce qui nous paraît, nous, un enjeu très important aujourd'hui dans ce débat sur la transition énergétique. Bien sûr, pour reboucler les enjeux urbains, les enjeux de marché immobilier, on voit bien, ne peuvent pas être déconnectés dans cette approche-là de la précarité énergétique, mais cette entrée-là, dans le cadre de ce qui va être posé, et normalement posé pour plusieurs années dans la loi de transition énergétique, il faut quand même qu'on prenne des mesures spécifiques. Pas juste pour dire, et je finirai là-dessus, que, comme on l'a un peu trop dit, depuis qu'on parle de précarité énergétique en France, oui, c'est important, on ne peut pas laisser les gens sur le côté, il faut aider, être solidaire. Oui, bien sûr, il faut l'être, mais vraiment prendre conscience que si la dimension sociale n'est pas suffisamment prise en compte, vu la masse de gens concernés, la transition, elle ne marchera pas, en fait. Voilà, merci.